Elle a un look agressif et moderne, un embrayage à glissement limité, des freins à disque sur les deux roues, un tableau de bord entièrement numérique, 21 chevaux de puissance et un prix conseillé de 12 790 raies. Elle est la partie de sang. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Chaque semaine, une nouvelle vidéo sur les motos. Si vous aimez les motos, abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous et activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Nouvelles vidéos présentant les spécifications techniques, le coût d'assurance, la consommation et le public cible d'un véhicule. Et les points positifs et négatifs de l'Apache 200. Belle, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Quand je regarde cette moto, un look très agressif, une finition comme ça, j'ai trouvé tout de suite pour le prix, pour ce qu'elle propose. Tout en elle évoque le côté sportif avec un demi-guidon très esthétique. D'ailleurs, une petite curiosité, tu peux le verrouiller des deux côtés, côté gauche et ici du côté droit. Donc ça facilite au moment de manœuvrer. J'ai beaucoup aimé ce motif ici au milieu de son réservoir avec écrit Race Edition. Le bouchon du réservoir de carburant est placé plus à droite, il est aussi très joli. La moto a une selle biplace peu confortable pour le passager, mais qui ajoute de la sportivité. La finition du sabot moteur est divine, lui donnant un aspect plus robuste. La moto est équipée d'une béquille centrale. L'embout du pot d'échappement, je l'ai trouvé vraiment correct, très joli d'ailleurs. À l'arrière, le garde-boue est amovible si vous le souhaitez. Le petit cheval sur le réservoir n'est pas le symbole de Ferrari. C'est le symbole de TVS, qui est le 3e plus grand fabricant de motos en Inde. Elle est aussi parmi les 10 plus grands fabricants mondiaux. Beaucoup disent alors « Oh mon Dieu, il n'y a pas de qualité ». Ce constructeur est méconnu. Juste pour illustrer, TVS a créé en partenariat avec BMW la gamme 310. C'est ça. Aussi bien la G que la R sont fabriquées en partenariat entre BMW et TVS, bien sûr sous la supervision du constructeur allemand. Je crois que si TVS n'avait pas de qualité, BMW ne l'aurait pas choisi comme partenaire. C'est pourquoi je pense qu'on peut effectivement faire confiance au moteur et à l'ensemble mécanique de cette moto. Rappelons qu'elle est assemblée ici au Brésil. Dafra importe les pièces de TVS et les assemble ici, dans son usine de Manaus. Et le moteur est refroidi par air avec une injection électronique Bush et selon Dafra, il a été adapté à l'essence brésilienne. Jantes en alliage léger de 17 pouces, pneus sans chambre à air, freins à disque sur les deux roues avec système combiné. Autrement dit, en actionnant seulement le frein arrière, cela agit aussi sur le frein avant. C'est la loi, il n'y a pas d'autre choix. Les motos de moins de 300 cylindrées sont obligées d'avoir l'ABS ou un système Combined Braking System. Pour en savoir plus, regardez la vidéo détaillée disponible ici et dans la description en cliquant sur la fiche. Et la suspension avant est équipée d'une fourche télescopique et ici à l'arrière, elle est mono-amortie avec 7 niveaux de réglage. Et le tableau de bord est entièrement numérique. Je vais vous montrer. Il est vraiment joli. Vous changez les informations ici sur le côté gauche et à droite, vous réinitialisez. Donc, il affiche l'indicateur de rapport engagé, une horloge, une jauge de carburant. Ici, le compteur de vitesse numérique, le compte-tour numérique aussi. Sur le côté, vous avez 2 totalisateurs partiels et ici, c'est un chronomètre que vous pouvez activer quand vous voulez. Pour réinitialiser l'information, il suffit d'appuyer ici et c'est remis à 0. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, disons, mais c'est surtout pour apporter ce côté sportif, n'est-ce pas? Ici, c'est la vitesse maximale atteinte appelée high speed. Donc, ce n'est pas moi qui ai atteint cette vitesse. La personne qui l'a utilisée avant moi a atteint 123 km en pointe. Cependant, elle peut aller au-delà de ça. Ici, il y a une information que j'ai trouvée la plus inutile de toutes. Celui-ci montre quel a été le temps le plus court pour atteindre la limite de 60 km/h. Voici l'information demandée avec l'odomètre total et l'indication pour les révisions. Je ne sais pas pourquoi tu en as besoin, mais elle est là. Ici, le voyant de réserve n'est pas visible. Et le plus cool, c'est qu'ici, le Shift Light est utilisé sur les motos de compétition pour indiquer au pilote le bon moment pour changer de vitesse. Au quotidien, il t'aide à savoir quand changer de vitesse pour économiser du carburant.
d'usine, il est déjà réglé pour que tu changes à 7000 tours par minute. Mais tu peux l'ajuster selon tes préférences, par palier de 1000. Maintenant, je vais parler de l'ensemble optique de l'Apache. Elle est déjà équipée de feux de position à LED. Son phare est à ampoule, tout comme les clignotants. Le feu arrière, lui, est à LED. Regarde le plein phare, je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il éclaire bien. Et à qui est-elle destinée? À mon avis, c'est une moto qui peut, oui, être utilisée par ceux qui débutent dans le monde des 2 roues. Elle est aussi destinée à la personne qui recherche la sportivité. Elle est conçue pour un usage urbain, c'est-à-dire pour rouler au quotidien. Ce n'est pas une moto faite pour voyager. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas adaptée à la route, mais elle est conçue pour un usage urbain, pour rouler sur l'asphalte. Dans les grands centres urbains, et surtout pour la personne qui aime un produit différent, qui veut se démarquer de la foule. Là, il y a beaucoup de motos identiques. Il y a la gamme Honda, Yamaha qui domine le marché. Et donc, la personne qui roule avec une moto comme celle-ci va attirer l'attention. Et ici, Victor et Wesley ont posé des questions concernant les concurrentes, où elle se situe, si elle est plus concurrente de la Phaser 150, de la CJ Titan ou de la Twister, et aussi de la Phaser 250. En termes de puissance, oui, je pense qu'elle concurrence la Twister et la Phaser qui sont dans la gamme des 20 et quelques chevaux, mais en termes de prix, elle concurrence davantage la CJ Titan et aussi la Phaser 150. Thiago, mon impression est que ce moteur est plus comparable à la 160 et aussi à la 150 de Yamaha. Mais cela ne veut pas dire que ce soit un produit inférieur. En fait, comme je l'ai dit, la puissance est plus proche de la gamme 250 que de la 160. Au début, au démarrage au feu, il ne te donne pas tout le couple. Le moteur est un peu mou, mais ce n'est pas forcément mauvais signe. J'ai beaucoup apprécié ce moteur. Je vois beaucoup de gens sur internet comparer l'Apache 200 directement avec la Twister et la FZ 25. Mais il ne faut pas oublier que pour rivaliser avec ces motos, Dafra a la Nex 300 qui est une moto supérieure. Mais en résumé, pour moi, elle est au-dessus de la CJ 160, de la Phaser 150 et elle pourrait même rivaliser avec la Twister et aussi la FZ25. Je pense que cette moto a tout pour cartonner sur le marché brésilien. Passons aux choses sérieuses. Voici mes impressions sur la circulation à São Paulo. Monte derrière moi. Ce que je peux dire après ces 7 jours d'essai avec l'Apache, c'est que c'est une moto agréable à piloter. C'est une moto, vraiment, avec une très bonne maniabilité, très urbaine, très agile. Mais je pense que ce qui m'a le plus surprise, c'est le moteur. Franchement, le moteur est vraiment agréable, pas seulement au niveau du son. Écoute un peu, écoute le son de ce moteur, regarde. C'est vraiment agréable. Mais ce n'est pas seulement le son. Je trouve qu'il vibre. Il ne vibre pas beaucoup. Pour un monocylindre, 5 vitesses, je ne ressens presque aucune vibration. Ici, sur la poignée, au pied, c'est pratiquement minime. La vibration au pied. Et bien sûr, pour la route, ce n'est pas très confortable, n'est-ce pas ? Mais pour un usage urbain, c'était génial. J'ai trouvé la position de conduite très bonne. Ainsi, la position des bras, des repose-pieds. Bien sûr, il faut rappeler qu'elle a une allure sportive, un style naked, disons-le comme ça. Donc ce n'est pas son but d'être une moto ultra confortable. Elle est destinée à ceux qui recherchent la sportivité. Maintenant, pour rouler au quotidien, pour aller au travail, à la maison, à la fac, pour les déplacements, j'ai trouvé que ça allait. D'ailleurs, la selle est un peu dure, oui, mais
Je ne sais pas. Si tu devais rester longtemps dessus, par exemple, si tu devais travailler avec, comme livreuse à moto, par exemple, là je pense que ce serait un problème. Parce que tu passerais beaucoup de temps dessus. Profitez maintenant qu'il fait sombre, laisse-moi faire une pause ici. Je vais montrer le shift light. La petite lumière dont j'avais parlé, regarde, à 7000 tours, elle s'est allumée, encore une fois. 7000 tours, c'est le moment de changer de vitesse. Tu as vu le klaxon? Non, sérieusement, les gars, le klaxon c'est un autre truc dont je dois parler. Regardez ça. On dirait un klaxon de voiture. La première fois que j'ai klaxonné, ça m'a aussi fait sursauter. J'ose même plus trop klaxonner parce qu'il est vraiment bruyant, ce klaxon. Ce klaxon, n'est-ce pas? C'est fait pour ça. Il faut que ce soit ainsi pour prévenir de mon passage. Oh, changement de direction très facile. Je ne suis pas sûre qu'on puisse entendre le bruit des freins. Le frein m'embête, d'accord? Mais je vais en parler davantage dans les points négatifs. Il fait un bruit, tu sais? C'est comme s'il manquait de l'huile, tu vois? Comme un engrenage qui manque d'huile. Un petit appareil très intéressant. Pour sa catégorie, franchement, elle offre même plus que ce qu'on attendrait. Et elle a un embrayage à glissement, c'est bien ça? Laissez-moi vous montrer. Donc en gros, l'embrayage à glissement, je suis en 4e. Je suis passée de la 4e à la 3e et la moto n'a pas bloqué la roue. J'étais déjà à fond en 4e. Je suis passée à la 3e et la moto n'a pas bloqué la roue. C'est vraiment bien. Cette technologie d'embrayage à glissement, vous la retrouvez sur la Ninja 300 et sur la Ninja 400 et aussi sur la Z400. Donc c'est vraiment sympa. C'est super de voir ces petites motos avec ces technologies. Un joli tableau de bord. Je pense qu'on le mérite, non? La circulation quotidienne est approuvée. Maintenant, j'ai parcouru environ 143 km avec elle. Il reste 3 petites barres ici sur la jauge. Allons faire le plein, je vais vous parler de la consommation. En roulant seule en ville, elle a fait une moyenne de 28 km par litre. Et si l'on considère le réservoir de 12 litres, cela donne une autonomie de plus de 300 km. Et avant de parler des points positifs et négatifs de la Pasha, je vais répondre à la question de Rodolphe qui veut savoir si la Page 200 est une cible pour le vol. Eh bien, j'ai fait 2 vidéos avec les 10 motos les plus volées et elle n'apparaît pas dans la liste. Mais la Pasha n'a pas non plus un volume aussi important comparé à ses concurrentes. Je ne peux pas te dire si elle est ciblée ou non, mais je peux te donner le prix de son assurance. Fais un devis, tu ne le regretteras pas. Voici mon avis personnel sur les points positifs et négatifs de la Pasha, mais tu as le droit d'avoir un avis différent. D'être d'accord, de ne pas être d'accord ou même de compléter. En utilisant quoi? Les commentaires de cette vidéo. Écris ton avis là-bas, mais pour cela, tu dois être abonné à cette chaîne avec la cloche activée pour faire partie de cette communauté. N'hésite pas à commenter et liker la vidéo, vers le haut ou vers le bas. Je vais profiter de ce point négatif pour répondre à cette question. Je n'ai pas aimé les freins. La moto freine, bien sûr, mais il y a 2 choses que je n'ai pas aimées dans les freins de la Pasha qui, pour moi, je pense que c'est le principal point négatif de cette moto. D'abord, j'ai trouvé que le frein arrière était trop intrusif par rapport à l'avant. Donc quand tu appuies et que l'avant s'abaisse, tu sens que la suspension, que l'avant descend à cause de l'interférence du frein. Bien sûr, le Combine Braking System a cette fonction, mais imagine dans un virage où tu es en train de corriger. Tu utilises le frein arrière pour corriger la moto et ça interfère avec l'avant. Ça peut gêner. Je n'ai pas aimé. De plus, j'ai trouvé le frein avant très spongieux. Je ne sais pas si c'est spécifique à cette moto ou si toutes les Apaches ont ce problème. Si tu as une Apache 200, donne-moi ton avis sur son frein avant dans les commentaires. Personnellement, je l'ai trouvé très spongieux. Je ne comprends pas pourquoi les constructeurs insistent pour ne pas mettre un fichu capteur sur la béquille latérale ou sur le petit pied,
parce que ça interfère avec notre sécurité. Je vais vous montrer. J'ai démarré la moto, elle est au point mort. D'accord. Première en bas. Les gars, c'est dangereux ici. J'ai déjà oublié 3 ou 4 fois et j'ai failli mourir de peur quand j'ai entendu le ploum. Que la béquille était encore activée, et qu'est-ce qui peut arriver dans ce cas? Vous pouvez chuter en moto. Arrêtons cette économie stupide, installez un capteur qui coupe le moteur quand la béquille passe en baissée. C'est crucial pour nous. Une autre chose que je n'ai pas aimée, ce sont les rétroviseurs. Je ne vais même pas parler du design, chacun a ses goûts, mais c'est surtout leur largeur. Comme le but de cette moto est d'être urbaine, pour que tu puisses rouler au milieu des voitures, tu vois, avoir de l'agilité. Les rétroviseurs, tu vois, ils sont plus larges que le guidon. J'ai souvent dû calculer la hauteur des voitures, qui sont basses, pour éviter les obstacles élevés. Donc, il y a beaucoup de hauteurs de voitures différentes, mais je me suis sentie souvent en insécurité dans le couloir en la conduisant. Si le rétroviseur était un peu plus petit, n'est-ce pas, en largeur, ça donnerait sûrement plus d'agilité dans cette partie-là. Un autre inconvénient est la selle passager. Donc, je me permets de dire que si vous avez un passager et que vous allez en transporter souvent, peut-être que cette moto n'est pas faite pour vous. Cherchez une moto avec une selle monobloc pour plus de confort passager comparé à une selle séparée. Regarde, tu vois. La selle est toute petite et aussi inconfortable. J'ai bien aimé la poignée, d'accord ? Pour se tenir, la poignée est assez solide. Mais si tu comptes faire de longs trajets ou emmener souvent un passager, je pense que ça va être inconfortable. Et un point négatif important qu'il faut mentionner, surtout si tu habites loin des grandes villes, c'est le faible réseau de concessionnaires de DAFRA. Elle n'a pas une très grande couverture, donc pour faire des révisions ou acheter des pièces, ça peut être un peu difficile. Donc prends ça en compte au moment d'acheter ton Apache. Voilà les points négatifs, selon moi. Si tu en as d'autres, écris-les dans les commentaires. Je voulais souligner l'élément qui, selon moi, manque à ce tableau de bord. Je ne dirais pas que c'est un point négatif car le tableau de bord regorge d'informations intéressantes surpassant ses concurrentes. Il manque juste cet élément pour rendre l'Apache encore plus compétitive et meilleure. C'est quoi ? Indicateur de consommation, que ce soit la moyenne ou l'instantané, peu importe. Donc, cette information a vraiment manqué. Et maintenant, je vais parler des points positifs de l'Apache, mais je dois avouer que la moto m'a surprise plus positivement que négativement. Vraiment. Et le premier point positif, c'est le moteur. Franchement, ce moteur est incroyable, c'est un monocylindre. J'ai trouvé qu'il vibre peu, d'après ce que j'ai pu ressentir. L'étagement des vitesses est très bon. Je trouve que le moteur m'a vraiment inspiré confiance. C'est un moteur d'une certaine manière amusant. Et le bruit du moteur, franchement, le bruit, je vais vous dire, pour une petite moto de 200 cylindrées, presque 200 cm3, j'ai trouvé le son vraiment agréable. J'ai trouvé le pot d'échappement d'origine très joli. Et l'ensemble moteur et pot d'échappement, j'ai trouvé qu'il donnait un son très agréable. Un autre avantage est l'aspect économique. L'Apache est une moto économique et ici sur l'écran, tu peux voir sa consommation et aussi son autonomie. Une autre chose que j'ai aimé, c'est le passage des vitesses. Franchement, si je n'avais pas vu l'indicateur de vitesse engagé, je n'aurais même pas remarqué que j'avais changé de vitesse, tellement c'est doux. Les vitesses passent quand même très facilement, sans aucune difficulté. Un autre point positif, c'est qu'elle a un embrayage à glissement. Et on ne voit pas cette technologie sur les petites motos. Alors, ça veut dire quoi ? Que lorsque tu rétrogrades brusquement, la roue arrière ne va pas se bloquer. Une autre chose qui m'a surprise, c'est l'ergonomie. Franchement, j'ai 1,77 m et pour moi, la moto m'allait parfaitement. Le réservoir est assez large et mes jambes se sont parfaitement adaptées ici. J'ai trouvé la position des repose-pieds bonne, je n'ai pas trouvé la flexion de la jambe si inconfortable que ça. Le guidon ici, en fait le demi-guidon, est parfait. La partie cycle est aussi un point positif de cette moto. Elle est légère, agile, tu peux circuler dans les embouteillages facilement. Aucune difficulté à part les rétroviseurs. Franchement, c'est une excellente moto pour les débutants et pour une utilisation quotidienne. Un autre point positif est le tableau de bord. Il est très informatif, lumineux et joli.
Il rappelle celui de la Monster 797 avec le Shift Light. C'est un gros point positif. Et le dernier point positif, c'est le prix. Elle est disponible en 2 couleurs, avec un prix conseillé à partir de 12 790 $. Et voilà, ce sont mes considérations concernant l'Apache 200 RTR, qui pour moi est une moto que vous devez vraiment prendre en considération si vous cherchez une moto dans cette gamme de prix et de cylindrée. Et j'ai reçu beaucoup de questions concernant le service après-vente. Le réseau de concessionnaires m'a posé toutes ces questions sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, fais-le. Amanda Pagliari. Je fais des sondages sur les prochaines motos à tester et ta question pourrait apparaître dans la vidéo suivante. J'ai contacté DAFRA pour leur demander ce qui s'est passé, car récemment, certaines concessions ont fermé, comment ils voient l'avenir du réseau, et ils m'ont répondu. Je vais regarder ici pour vous. Face au changement du marché survenu ces dernières années, principalement lié à la difficulté d'obtention de crédit pour les produits d'entrée de gamme et aux modifications de la législation sur les cyclomoteurs, DAFRA a dû redéfinir ses stratégies commerciales et sa gamme de produits. Par conséquent, il y a eu une fermeture de concessions là où il y avait une forte dépendance à ces produits. Cependant, dans la majorité de ces villes, DAFRA a nommé des centres d'assistance technique qui, en plus de disposer de la formation nécessaire pour fournir les services, ont accès à l'achat de pièces directement auprès de l'usine, ne laissant ainsi pas les clients sans assistance. Selon le constructeur, il dispose aujourd'hui de 53 concessions et de plus de 100 centres d'assistance technique répartis dans tout le pays. Nous savons que le service après-vente est le talon d'Achille de DAFRA, et s'ils règlent ce problème, ils vont certainement vendre plus de motos. L'Apache a tout pour connaître le même succès que, par exemple, la Citycom dans le passé. Je ne pense pas que DAFRA ait la force de rivaliser directement avec Honda et Yamaha. Mais c'est sûr que s'ils améliorent le service après-vente, il y aura beaucoup d'Apache dans les rues. Et c'est bien d'avoir un marché de plus en plus diversifié. Et si tu penses que l'Apache est une excellente moto pour tout, écris maintenant le hashtag Apache2000. Ajoute-le à ton commentaire, je veux voir qui défend cette moto. Commente, ok? On verra, je regarderai les commentaires pour voir si les gens aiment l'Apache. Si tu as aimé la vidéo, like tout de suite. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à liker et à partager parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont demandé de tester cette moto, c'est incroyable. Donc, si tu fais partie de ceux qui m'ont demandé de tester l'Apache, partage déjà cette vidéo. Je compte sur ton aide. À la prochaine. Bisous motards.